Bonjour tout le monde. Alors, c'est notre quatrième midi-conférence de cette session d'hiver, donc le dernier de la session. Et puis, notre conférencier, Samuel Génie, qui va nous parler de l'initiative 4 Proximité, une belle initiative. Et puis, après sa présentation, donc, on aura le temps de commentaires, questions, échanges, apports. Et par la suite, on aura nos deux personnes qui vont nous donner des messages clés. Et puis, ça va marquer la fin. Donc, le tout ça va pouvoir se tenir sur 1 heure, c'est ça, 12h30, 13h30. Alors, Samuel est coordonnateur de cette initiative-là au niveau de Carrefour Solidaire. Et puis, c'est qu'il y a eu un prix d'excellence à travers cette initiative. Carrefour Solidaire a eu un prix d'excellence, le coup de cœur des ministres en 2023. J'imagine, Samuel va nous parler brièvement de ça. Alors, si tu es prêt, je vais te laisser faire la présentation. Tu pourras certainement te présenter brièvement aussi. Ce que c'est ça. Donc, je te laisse la parole pour ta présentation. Après, on aura un temps pour les échanges, les questions. S'il vous plaît, si vous pouvez fermer vos micros, ce serait bien. On aura un temps, effectivement, où vous allez pouvoir les ouvrir. Alors, Samuel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Ellie. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est Oui. pas le cas, ouais, c'est bon. Ok, super. Donc c'est ça. Je m'appelle Samuel Génie. Je suis coordonnateur du programme Carte Proximité auprès du Carrefour Solidaire, donc qui est un centre communautaire d'alimentation basé à Montréal. Je pense que vous savez ce qu'est un centre communautaire d'alimentation. Il y en a une dizaine répartis à travers le Canada et deux à Montréal, donc deux au Québec, si je dis pas de bêtises, qui sont le dépôt et le Carrefour solidaire. Donc nous, notre organisme est basé dans le quartier de Centre-Sud à Montréal et donc c'est un quartier où historiquement il y avait l'insécurité alimentaire quand même assez fortement. Et donc, le Carrefour solidaire s'est développé dans ce contexte-là pour apporter des solutions en termes de saine alimentation aux résidents du quartier. Et également, c'est dans ce cadre-là aussi qu'ils ont développé différents programmes, dont le programme Carte Proximité, qui est un programme de coupons nourriciers destiné donc aux personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire à travers l'île de Montréal et à Laval. Et donc les personnes qui reçoivent cette carte peuvent l'utiliser comme moyen de paiement auprès de commerces qui sont partenaires avec le Carrefour solidaire. Donc ces commerces, ce sont des marchés solidaires, des épiceries solidaires, des kiosques dans des marchés fermiers. Ça peut être des producteurs locaux, donc ça peut être carrément des marchés qui tiennent pardon, des maraîchers qui tiennent des kiosques à la ferme directement. Donc voilà, on a une grosse variété de commerces qui sont partenaires avec nous, mais on les sélectionne parce qu'ils ont un intérêt à proposer des produits locaux et qu'ils ont aussi souvent une portée sociale, une vocation sociale, donc à faciliter l'accès à la saine alimentation. Voilà le gros du projet. Je vous présenterai un peu plus en détail comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est le gros du projet. Pour revenir rapidement sur ce que disait Ellie, effectivement, on a eu la chance de recevoir un prix de reconnaissance de la part des ministres l'année dernière. C'est un prix de reconnaissance comme il y en a d'autres, mais c'est surtout pour souligner en fait le côté innovant de ce programme-là, puisqu'on en fait il associe deux objectifs qui sont souvent qu'on considère souvent comme irréconciliables, qui sont en fait l'accès à la saine alimentation et l'encouragement des circuits courts et l'approvisionnement en circuits courts. Nous, avec ce programme de coupons nourriciers, on a cette ambition de relier ces deux objectifs-là et puis de se rendre compte que c'est pas forcément incompatible. Donc voilà pour ça. Je vais commencer à présenter la présentation. Ce sera pas long. Donc c'est ça la carte proximité,
C'est un projet qui visait à tester au départ l'implantation d'un programme de coupons d'alimentation fermier, comme je vous le disais. On s'est inspiré de ce qui se passait ailleurs au Canada, puisque c'est pas le Carrefour solidaire hein, qui a inventé le principe des coupons nourriciers, ça fait longtemps que ça existe. Donc on s'est inspiré un peu de ce qui se passait à travers le Canada et notamment ce qui se passait en Colombie-Britannique, qui ont vraiment initié ce mouvement-là au Canada, et parce qu'il y a aussi des programmes aux États-Unis et en Europe, mais au Canada, c'est vraiment au niveau de la Colombie-Britannique que ça s'est développé. Et puis on s'est dit, bah, c'est un super outil qu'ils ont développé là, donc on aimerait, nous, développer ce genre d'initiative, mais au Québec. Parce qu'au Québec, voilà, il existait des programmes de coupons alimentaires, mais qui n'avaient pas forcément enfin, qui étaient quand même assez, on va dire, disséminés, qui étaient des initiatives très locales dans les quartiers, mais il n'y avait pas forcément cette ambition à mener un programme d'envergure nationale où on pouvait vraiment avoir des moyens de faire changer les choses à grande échelle. Donc ça, c'est comme ça que s'est positionné le Carrefour solidaire, à essayer d'unifier, d'accompagner aussi, et puis de rassembler toutes ces initiatives de coupons alimentaires euh, pour lui donner plus de visibilité, pour lui donner plus de légitimité aux yeux du gouvernement aussi. Parce qu'une des ambitions de la carte proximité, c'est que d'alerter aussi le gouvernement sur la situation d'insécurité alimentaire au Québec et que ben, il est temps de trouver des solutions pour fournir une saine alimentation en fait à toutes et tous au Québec. La carte de proximité, c'est une carte de paiement, donc elle peut être utilisée dans tous les marchés participants pour acheter des aliments, comme je vous le disais, donc le plus souvent produits au Québec. Historiquement, seulement les produits québécois étaient achetables avec la carte proximité, mais je vous parlerai d'un petit tournant qui a eu l'année dernière où on a décidé d'offrir l'éligibilité des produits à tous les produits, donc même les produits qui ne sont pas issus du Québec. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, donc je vous repartage les deux objectifs principaux de la carte proximité, donc favoriser l'accès à la saine alimentation à toutes les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire au Québec, et puis encourager l'approvisionnement local. Un bref historique. Le projet est né en 2020 dans un contexte de pandémie. Forcément, il y a le contexte d'insécurité alimentaire a été exacerbé par la crise sanitaire à ce moment-là. Il a fallu trouver des solutions pour répondre aux besoins de façon assez urgente. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le Carrefour solidaire a sollicité d'autres organismes qui agissent à Montréal en sécurité alimentaire et ils se sont concertés pour finalement décider de faire naître finalement ce projet de carte proximité. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté des organismes communautaires et puis des marchands à vocation sociale, donc comme je vous disais tout à l'heure, des marchés solidaires ou des épiceries solidaires. Ils les ont contactés dans 8 arrondissements et puis ils se sont dit, voilà, on va mettre en place ce projet-là. Ça a permis la première année de rejoindre 800 foyers, 2200 personnes et 32 organismes communautaires ont distribué des cartes à travers l'île de Montréal. Et donc les personnes qui avaient cette carte-là pouvaient l'utiliser auprès de 8 marchés partenaires. Euh, voilà pour la première année. Et puis en fait, les années qui ont suivi, donc années 2, 3 et 4, donc de 2021 à l'année dernière, ça a été en fait des années où on a ajusté et on a essayé d'augmenter l'impact du projet. En fait, quand je parle d'ajustement, on s'est rendu compte qu'il y a le projet, la première année, avait quand même certaines limites. Par exemple, on avait du mal à rejoindre certains publics. On avait aussi du mal à que ce soit un programme qui soit facile à prendre en main pour les marchés parce que ça demandait une logistique particulière d'accepter la carte comme moyen de paiement. Et puis aussi, c'était pas facile pour les participants et les participantes de comprendre quels produits étaient éligibles avec la carte ou non, puisque au départ, c'était seulement les produits locaux qui étaient achetables. Donc voilà, pour vous donner des exemples d'ajustements, c'est qu'on a depuis l'année dernière rendu éligibles tous les produits qui étaient vendus par nos partenaires marchés pour faciliter la logistique et la communication.
On a aussi augmenté les montants qui étaient versés sur les cartes parce que on a fait face à. En fait, on se rendait compte que une, une carte où tu as 25 dollars par mois pour t'alimenter, c'est vraiment insuffisant si tu vis seul. Donc on s'est dit, bon, bah, voilà, on va augmenter les montants pour que ça ressemble à quelque chose finalement, que ce soit vraiment une aide conséquente et pas juste symbolique. Donc voilà. Et puis aussi en réponse à l'inflation d'une manière générale, on s'est dit qu'il fallait augmenter les montants sur les cartes. Et puis il y a eu d'autres ajustements, c'est-à-dire qu'on a augmenté l'impact du projet en se développant dans plus d'arrondissements à Montréal et puis aussi à Laval. Et en fait, finalement, ces 4 années de travail nous ont permis de développer une certaine expertise d'accompagnement à l'implantation de la carte proximité dans les nouveaux territoires. Donc maintenant, on a vraiment cette capacité d'accompagner en fait tous les organismes qui travaillent sur des territoires non couverts par la carte proximité et qui souhaitent l'avoir implantée. Donc on a développé cette expertise-là. Donc c'est quand même voilà, une belle réussite à ce niveau. Rapidement, juste vous dire aussi qu'on a couplé ces 4 années d'expérimentation à un système d'évaluation assez conséquent, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, comme la carte proximité a l'ambition de devenir un programme gouvernemental, on a besoin de créer des données solides pour justifier que finalement ce qu'on fait comme travail a de réels impacts aussi bien sociaux qu'environnementaux, qu'économiques aussi. Donc on a été accompagné par différentes chercheuses et chercheurs euh, sur différents aspects du programme, notamment sur l'impact. Et puis aussi, on a été accompagné par Montréal en commun pour tout ce qui est de développement d'outils, de support technique et autres. Donc, ils nous aident aussi sur tout l'aspect évaluation. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important dans le cadre d'un développement d'un projet innovant comme celui-ci, c'est en fait, construire en même temps que l'expérimentation ben, des données pour justifier de l'impact du programme. Très concrètement, au niveau du fonctionnement de la carte proximité, c'est que le programme est ouvert du 1er juillet au 31 octobre de chaque année. Donc c'est un programme saisonnier. Euh, donc il y a une période d'inscription pour la carte. Donc c'est-à-dire qu'on travaille avec des organismes communautaires à travers l'île de Montréal qui vont distribuer des cartes proximité à leurs membres qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le Carrefour solidaire qui distribue toutes les cartes. En fait, nous, on est juste là pour chapeauter le projet, accompagner nos partenaires, mais au niveau logistique, on va beaucoup compter sur nos partenaires pour distribuer des cartes, réaliser les inscriptions et puis faire des suivis. Donc voilà, et puis donc ces personnes qui reçoivent cette carte au 1er juillet, ils vont avoir pendant les 4 mois de l'été, donc le 1er juillet, 1er août, 1er septembre et 1er octobre, un montant qui va être versé automatiquement sur leur carte. Ils n'ont pas de démarche particulière à faire. Et ce montant dépend finalement de la taille du foyer. Donc si c'est une personne qui vit seule, elle va recevoir 50 dollars par mois sur sa carte. Si c'est un couple, 75 dollars par mois sur la carte. 3 personnes, 100 dollars, et 4 personnes et plus, 125 dollars. Les transactions sont réalisables en fait grâce à une plateforme qui s'appelle Tomat et qui est une plateforme de paiement euh, qui a été développée sur mesure pour la carte proximité, mais aussi pour tous les programmes de coupons nourriciers à travers le Canada. Donc, ça a été développé par le collectif Récolte et l'agence Sigmund. Et donc, on a été outillé vraiment avec cette plateforme-là et qui fait une réelle différence, notamment pour l'étude de données et pour simplifier les transactions. Donc, c'est ça. Et puis, au niveau des avantages que ça permet, c'est que ça permet des suivis plus réguliers, de faire plus d'analyses. Et aussi, c'est une plateforme qui est très, très simple à utiliser. Donc, c'est-à-dire que les partenaires marchés qui travaillent avec nous ont juste besoin de se connecter à leur plateforme Tomate et puis ils peuvent ensuite réaliser le paiement à l'aide du code QR qui est au verso de la carte proximité. Voilà.
Une petite carte simplement pour vous rendre compte des marchés partenaires à travers l'île de Montréal et à Laval. Donc vous voyez qu'on essaye de couvrir le territoire, d'être présent le plus possible dans tous les arrondissements. Ça, c'est un travail qu'on fait chaque année, c'est essayer de se développer dans des zones où la carte proximité n'est pas ni distribuée, ni où il n'y a pas de où il n'y a pas de marché partenaire, pour rendre en fait finalement facile l'utilisation de la carte. C'est-à-dire que pour une personne qui a mobilité réduite ou qui a pas forcément accès à une auto ou au transport en commun et qu'elle puisse, ou dans le meilleur des cas, presque se rendre à pied pour faire ses achats. En 2023, on avait 57 kiosques qui acceptaient la carte comme, euh, comme moyen de paiement et, euh, et donc 39 organismes communautaires qui la distribuent. Au niveau du financement, on a des levées de fonds qui sont croissantes depuis 2020, pardon, et qu'on réalise auprès de différents bailleurs de fonds. Euh, Chaque année, on est obligé de faire des levées de fonds différentes où parfois on arrive à fidéliser sur plusieurs années, mais on rencontre les mêmes défis que tous les organismes communautaires en termes de financement. Donc on a besoin de vraiment de trouver des fonds à chaque année. Cette année, on a eu un financement sur 3 ans pour la première fois, ce qui permet de vraiment solidifier, consolider le programme sur 3 années. Directement, c'est de l'argent du fédéral, donc du ministère de la Santé au niveau fédéral. Et au niveau du financement, donc comme on a atteint un certain plafond, c'est-à-dire qu'on essaye de se développer toujours plus, mais s'il y a de plus en plus de partenaires, donc de plus en plus d'organismes qui distribuent la carte, c'est-à-dire que on est obligé de trouver plus d'argent, sinon on va réduire le nombre de cartes qu'on va donner à chaque organisme communautaire. Donc, on demande de plus en plus à nos partenaires, à nos nouveaux partenaires, de participer au financement du programme en les incitant à faire leur propre levée de fonds. Au niveau du calendrier, très rapidement, si jamais un organisme veut travailler avec nous, que ce soit un organisme communautaire ou un marché, on leur demande de prendre contact avec nous à l'hiver ou au printemps de chaque année. On puisse étudier la faisabilité du partenariat. Ensuite, il y a la phase d'inscription des participants et participantes qui est prise en charge par les organismes communautaires. Donc, c'est de mai à mi-juin. Ensuite, il y a une phase de distribution des cartes aux participants et participantes à la fin juin. Et ensuite, la saison est lancée pour 4 mois, du 1er juillet au 31 octobre. On a des suivis mensuels qui peuvent être faits auprès des personnes qui ont la carte, notamment pour les personnes qui n'ont jamais utilisé leur carte, c'est-à-dire qui ont reçu une carte mais qui n'ont pas eu la chance de l'utiliser. Là, on va se permettre de les appeler pour leur demander s'il y a un problème, s'ils ont bien compris où est-ce qu'elles pouvaient utiliser la carte, etc. Donc, on fait ce suivi-là aussi. Et puis, la saison se termine le 1er novembre. On a aussi, comme je vous disais, on a une politique au niveau de l'approvisionnement local. Donc, on essaye de faire en sorte que nos partenaires marchés proposent le plus de produits québécois possible, puisque pour nous, c'est important d'encourager les circuits courts. Donc, on a aussi toute une politique à ce niveau-là. Au niveau des impacts qu'on a pu évaluer, on a observé quand même une, une belle réduction de l'insécurité alimentaire grave, donc de 17% en 2022. Ça, c'est des chiffres de 2022, mais on a récemment fait les chiffres de 2023 qui sont encore plus significatifs. Et puis, on observe une hausse de la proportion de légumes, une hausse de la consommation, pardon, de légumes frais chez les participants participantes. Et puis, d'une manière générale, les participants participantes estiment avoir eu une alimentation de qualité grâce à la carte proximité, notamment parce que nos partenaires proposent des produits frais, locaux, etc. Donc, c'est pas forcément des produits auxquels pour lesquels ils ont la chance de pouvoir les acheter en temps normal. Donc, c'est aussi ce que permet le programme carte proximité. En 4 années, il y a plus d'1 million de dollars qui ont été déposés sur les cartes et qui ont été dépensés auprès des marchés et puis des producteurs partenaires. En 2023, 93% du montant distribué avait été utilisé, donc on montre que finalement la carte proximité est vraiment
est un outil qui est vraiment approprié par les participants, participantes et qui vient répondre à un réel besoin. Donc, on est très content de ce chiffre-là. Et puis, globalement, depuis 4 ans, la carte a été distribuée à plus de 4000 ménages et ce qui représente plus de 12 000 personnes. Donc, on essaye d'augmenter ce nombre de participants, participantes à chaque année. Puis au niveau des enjeux et de potentiel de développement, on rencontre, comme je disais tout à l'heure, les mêmes enjeux de financement que tous les organismes communautaires. Donc ça, c'est classique. Je ne vais pas épiloguer, je pense que vous êtes au courant. Au niveau de l'approvisionnement local, c'est pas toujours facile parce que avec les aléas climatiques, on les prix, des produits locaux peuvent être plus élevés que les produits importés. Donc c'est pas toujours facile d'encourager nos partenaires à proposer des produits locaux et puis ça peut être, un frein aussi pour les personnes qui ont la carte d'acheter des produits locaux parce qu'ils sont plus chers que les autres. Mais on essaye de d'outiller en tout cas nos partenaires le plus possible pour que ça se passe. On observe aussi des enjeux au niveau de l'offre d'un arrondissement à l'autre, c'est-à-dire que, comme les marchés qui sont partenaires avec nous, bah, ne proposent pas la même chose d'un arrondissement à l'autre, ça peut être un peu injuste, dépendamment de là où la personne réside. C'est-à-dire que si elle réside dans un arrondissement où, les partenaires carte proximité ne proposent que des fruits et légumes, bah, forcément, si elle va souhaiter s'approvisionner en viande ou en fromage, elle va devoir aller se déplacer dans un autre arrondissement. Donc, ça peut créer certains enjeux à ce niveau-là. On rencontre aussi des enjeux au niveau de l'inclusivité du programme. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un peu de misère parfois à rejoindre certains types de publics. Euh, donc, par exemple, on a du mal à rejoindre la communauté autochtone ou les personnes qui, euh, qui, euh, qui appartiennent à la communauté LGBTQIA2+. Également, on rencontre des enjeux en termes de communication, c'est-à-dire que comme c'est un programme qui se base sur le travail de nos partenaires, qu'on sollicite pour diffuser la carte et pour accepter la carte, il y a parfois des informations qui sont mal comprises par nos partenaires. Parfois, nous, on n'est pas forcément explicite aussi dans les informations qu'on donne. Donc, il peut y avoir des petits problèmes de communication, des confusions sur le fonctionnement, etc., du programme. Et puis, pour terminer, on est ouvert aux collaborations sur les territoires non couverts par la carte proximité. Donc, si jamais vous travaillez dans des organismes communautaires ou vous êtes en lien avec des organismes communautaires ou dans d'autres territoires qu'à Montréal, on est aussi intéressé à- à étudier ça. Donc, voilà. Je termine avec cette slide. En termes de bons coups, on a aussi renouvelé cette année un deuxième pilote pour l'annualisation du programme. Tout à l'heure, je vous disais que la carte proximité était un programme saisonnier, donc sur l'été. On a testé l'année dernière et cette année l'annualisation du programme, c'est-à-dire que c'est exactement le même principe, sauf que ça va être pendant toute l'année. Et on n'a pas la capacité financière de le faire dans tous les arrondissements que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc l'annualisation n'existe que dans le quartier centre-sud à Montréal et dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest de Montréal. Et on continue aussi d'évaluer la mise à l'échelle du programme au niveau du Québec. Et puis, on est dans un processus d'amélioration continue du programme. C'est-à-dire que chaque année, il y a des nouveautés qui sont apportées au programme pour venir répondre aux lacunes du projet qui peuvent émerger en fait. Donc, on essaye de travailler pour adapter au mieux chaque année le programme. Voilà pour la présentation. Donc, je vous Excellent. remercie beaucoup. Puis, je vous laisse la parole, Elie. Merci beaucoup, Samuel. Merci pour cette présentation très claire, très intéressante. J'imagine qu'il y aura beaucoup de commentaires, questions et puis effectivement cette ouverture à la collaboration avec d'autres organismes, ce qui ça va certainement intéresser certains de nos partenaires. Alors, donc, on aura maintenant la période des questions, réponses, commentaires. Est-ce que, j'imagine qu'il y aura plusieurs là. Annie, on va commencer avec toi, Alassane, après. Merci, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai un petit commentaire positif puis aussi une mini question. J'aimerais vraiment ça souligner à quel point je trouve que
c'est une initiative qui laisse beaucoup de pouvoir de décision aussi à la clientèle qui reçoit la carte quant au choix de leur alimentation. Donc, j'apprécie beaucoup cet aspect-là. Les personnes qui reçoivent la carte, j'imagine qu'elles peuvent quand même, à travers, bien sûr, les commerces partenaires, elles demeurent quand même libres de choisir ce qu'ils ou elles achètent avec ça, ce que je trouve vraiment intéressant. Puis, j'avais peut-être une question. Vous disiez tout à l'heure que l'insécurité alimentaire grave chez les ménages avait baissé de 17 euh, à la suite de l'implantation du projet. Euh, Est-ce que je comprends que vous avez comme un peu mesuré d'une certaine façon le taux d'insécurité alimentaire des territoires que vous couvriez et vous avez comme fait un comparatif après un certain temps d'implantation? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Tout à fait. En fait, on a un système d'évaluation pour étudier donc les impacts du programme chaque année. C'est-à-dire qu'on fait passer un sondage pré-programme aux personnes qui reçoivent la carte et on leur fait passer à ces mêmes personnes un sondage post-programme. On va vraiment étudier l'impact direct du programme sur leur alimentation. Et en fait, ce qu'on va évaluer aussi au début du programme, c'est leur situation d'insécurité alimentaire initiale. Donc, on a 4 niveaux d'insécurité alimentaire qu'on a listés. Donc, les personnes qui arrivent tout le temps à s'alimenter de façon convenable à chaque semaine. Donc, évidemment, c'est pas ces personnes-là qui sont visées par le programme. On a un deuxième niveau qui est le niveau parfois. Donc, c'est-à-dire que ça va être des personnes qui arrivent parfois à s'alimenter convenablement, le niveau rarement et le niveau jamais. Donc, on va classer les participantes dans ces catégories-là. Et puis, on va leur reposer la question à la fin du programme. Et puis, on va leur demander, voilà, pendant le programme, comment est-ce que vous jugiez votre niveau d'insécurité alimentaire? Et donc, on va regarder la différentielle entre les deux. Et en fait, nous, ce qu'on considère comme l'insécurité alimentaire grave, c'est les personnes qui répondent rarement ou jamais à cette question-là. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que pendant le programme, ces personnes-là changent de catégorie. C'est-à-dire que les personnes qui étaient dans la situation jamais n'arrivent pas dans la situation tout le temps parce que elles arrivent juste dans un palier supplémentaire ou autre. Mais on observe finalement comme un jeu de, comment dire, de verre d'eau qui se remplit d'un côté ou de l'autre. Donc ça vient changer les niveaux d'insécurité alimentaire. Et donc c'est comme ça qu'on a pu le calculer. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Super. Puis, Samuel, mais au niveau du Canada, Amérique du Nord, il y a ce qu'on appelle le module d'enquête pour la sécurité alimentaire qui est sur 4 niveaux aussi. Et puis, il y a comme 18 questions hein, qu'on va toujours chercher à administrer. Ça permet de voir si le ménage ou la personne se retrouve en situation d'insécurité alimentaire grave, modérée, légère ou bien en situation de sécurité alimentaire. Donc, je comprends que ce n'est pas forcément ça que vous utilisez, hein. Exactement, on se base sur cette même logique et on est accompagné d'ailleurs par Eliane Brisebois qui est en recherche à l'Université de Montréal sur ces questions-là. Donc, nous a développé un outil sur mesure pour pouvoir vraiment étudier l'impact du programme sur le niveau d'insécurité alimentaire. Un outil très intéressant. Donc, ouais, c'est basé là-dessus. Excellent. C'est bon. Je vois il y a plusieurs, mais on va aller. Alassane, une question. Laetitia, une question aussi. Merci, Elie. Merci, Samuel, pour cette très belle présentation qui est vraiment pleine d'enseignements. Bon, moi, d'abord, je dirais que, bon, d'ailleurs, même Annie l'a un peu dit, concernant le choix même des arrondissements, mais aussi le choix des bénéficiaires. Ma première question, c'est que j'ai vu tantôt pour les bénéficiaires, le montant alloué aux bénéficiaires, pour une personne vivante, c'est $50, pour 2 personnes, $115, une famille de 3 personnes, c'est $100, ainsi de suite. Donc, pour moi, si par exemple on pousse un peu les recherches en termes de situation d'insécurité alimentaire, peut-être on peut tomber sur 2 familles, par exemple, qui ne sont pas dans la même situation. Est-ce que c'est normal d'allouer à ces mêmes familles-là le même montant?
Moi, par exemple, si par exemple la famille A est dans une situation beaucoup plus critique que la famille B, donc je pense qu'elle pouvait donc bénéficier donc d'un montant beaucoup plus conséquent pour l'autre famille. Ça, c'est un. Deux, donc en termes d'accès de financement, c'est que donc, le financement des programmes, c'est la clé de réussite donc, de ces derniers. Donc actuellement, au niveau donc, de votre programme, vous avez prévu des modèles, donc, de recherche de financement pour donc, pérenniser donc, donc, vos activités. Voilà. Voilà donc les deux questions que j'avais. L'autre, je pense qu'il a déjà dit, le choix même donc des arrondissements, c'est important aussi, en se basant sur donc, certaines questions, comme il l'a souligné tout à l'heure, pour détecter donc les familles qui sont donc dans ces situations, pour pouvoir Merci. donc les différencier. OK. Merci, Alassane. Est-ce que Samuel, Samuel? Oui, ouais, je peux répondre donc, Ouais. au niveau de la première question, on a mis en place ce système de paliers là, des montants qui étaient attribués aux ménages dans un souci de simplification, de ne pas faire du cas par cas malheureusement parce qu'on n'a pas la capacité en termes de ressources humaines pour faire du cas par cas. Donc, dans le cadre d'un projet de grosse envergure comme ça, on est obligé de fixer comme des paliers. Et puis, en fait, on laisse aussi la marge de décision à nos partenaires qui distribuent la carte proximité, à qui ils veulent l'attribuer. Nous, on leur demande de respecter juste deux critères. On leur demande de vérifier si le ménage vit effectivement de l'insécurité alimentaire et est en capacité de se déplacer. Malheureusement, tous nos partenaires ne font pas encore de service de livraison. Donc, on est obligé d'offrir plutôt la carte à des ménages qui peuvent se déplacer, sans quoi, en fait, l'utilisation de la carte est compliquée. Voilà pour cette première question. Et puis pour la deuxième question, c'est une très bonne question en termes de à quoi on a pensé comme modèle pour pérenniser le financement. Une très très bonne question. En fait, nous, on a l'ambition que ça devienne un programme gouvernemental, la carte proximité. Donc, on, on va idéalement, en fait, on voudrait que ce programme-là soit pris en charge par le gouvernement. Et donc, ce serait un financement classique d'un programme gouvernemental, c'est-à-dire basé, les gens payent des impôts et dans l'argent des impôts, ce programme-là serait financé avec l'impôt des Québécois et Québécoises, et enfin des personnes résidentes au Québec en tout cas. Et, euh, et donc, ce serait ça le modèle. Après, si jamais on n'arrive pas à ce que ça devienne un programme gouvernemental, on peut penser à plein de choses. On peut penser à plein de choses. On peut penser par exemple à c'est difficile de répondre à cette question-là, mais par exemple, comme une cotisation pour les partenaires, qui, voilà, ça pourrait être un système de financement en fait diversifié. Donc, on pourrait coupler ça à des subventions, etc. Donc, c'est difficile de répondre à cette question-là. Et puis, euh, on reste un organisme communautaire, le Carrefour Solidaire. Donc, d'un point de vue financier, on ne peut pas faire trop d'autofinancement. Donc, on a besoin de garder une part de subvention importante. Donc, c'est ça. Pour le moment, dans l'état de la gouvernance de la carte proximité, c'est difficile à répondre à cette question. Ok. OK. Merci, Samuel. Laetitia, ta question? Euh, Merci à vous pour votre présentation. En ce qui concerne ma question, vous aviez dit que vous aviez une ambition de devenir comme une initiative qui est gouvernementalement reconnue. Ma question, c'est quelles approches est-ce que vous comptez employer pour atteindre en fait cela, pour que les gens puissent connaître un peu l'initiative, adhérer à ça, parce que c'est vraiment une initiative participative. Et puis, une autre petite question, c'était par rapport à l'implication même des marchés. J'aimerais savoir quelle est en fait leur compensation financière, s'il y en a une dans le projet. Quelle est leur motivation en fait à intégrer le projet? C'est ça. Oui. Alors, pour les partenaires, il y a une compensation financière pour les organismes qui distribuent des cartes. C'est-à-dire on a vraiment conscience que le temps d'inscrire des participantes à un programme et le temps de faire des suivis, et c'est beaucoup de temps de travail.
Et en fait, nous, c'est très important pour nous de rémunérer ce temps-là. Donc, on réserve une part du financement du programme à justement donner une compensation financière à nos partenaires qui distribuent des cartes seulement, puisqu'en fait, nos partenaires qui sont des commerces, eux, reçoivent l'argent qui est sur les cartes proximité. Donc, ils reçoivent déjà une bonne partie du financement que, que nous, on lève chaque année. Donc, c'est vraiment juste pour le temps RH qui est alloué aux inscriptions et au suivi qu'on va venir apporter une compensation financière. Donc, tout à fait. Et puis, la première question, excuse-moi, j'ai oublié. La stratégie ou bien la démarche pour que ça devienne un programme gouvernemental. Oui, oui, c'est ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que on réalise des plaidoyers en fait avec l'aide de nos partenaires. On essaye de parler, de réunir, comment dire, de représenter finalement les initiatives de coupons nourriciers au Québec. Après, forcément, on n'a pas encore la légitimité de le faire, mais en tout cas, on essaye de parler à plusieurs voix avec nos partenaires sur ce sujet-là. Donc auprès des ministères quand on en a l'occasion. Et on se rapproche aussi de programmes mis en place par les différents ministères avec d'autres gros organismes à portée régionale comme le CESAM, qui est le Conseil des systèmes alimentaires montréalais, d'autres organismes, institutions à portée régionale. Donc, on a ce travail de plaidoyer et puis ce travail où on fait partie des gros projets à l'échelle québécoise. Les marchés publics font aussi de la pression, d'après Olivier. Hein, ça? Alors, la MPQ, tout à fait, a mis en place son propre, enfin, a lancé sa recherche sur les coupons nourriciers euh, parallèlement à la nôtre. Donc, on est en collaboration aussi avec eux, en discussion. Donc, ça fait partie des grosses institutions, justement, avec qui on travaille pour le plaidoyer et pour aussi mener ça à grande échelle. Excellent. Olivier, je ne sais pas si tu veux jeter un autre Non, c'est commentaire. ça. La MPQ avait fait passer à tous les marchés qui sont inscrits chez eux une pétition il y a quelques mois pour soutenir ce type d'expérience qui existe au BC, puis aussi Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. C'est très, très développé aussi de ce côté-là. Du côté des maritimes, il y a vraiment des expériences très, très intéressantes de ce côté-là. Mais là encore, ce sont des programmes gouvernementaux. OK. Ouais. Donc, on comprend que pour une dynamique de pérennité, il faut que ça soit quand même porté là pour que ce soit récurrent. Pascal? Excusez, j'ai comme ça avec mon micro. Dans le fond, moi, j'ai peut-être deux questions pour toi, Samuel. Est-ce que vous vous rendez compte que ça rejoint un certain type de profil de personnes? Parce que je voyais dans tes données que déjà 83% des personnes, je pense, consommaient des fruits, des fruits et légumes frais. Tandis que nous, là, nos gens, si on consomme une portion par jour de légumes frais, c'est beau, là. Fait que je me dis, crime, c'est haut. Est-ce que, tu sais, au niveau de la littératie numérique, c'est des gens, tu sais, qui ont accès? Tu parlais que les gens doivent se déplacer. Fait que est-ce qu'il y a comme un profil qui ressort des gens? Puis ma deuxième question, ça serait plus, c'est comme les chercheurs, là, pour faire l'évaluation, comment vous les avez approchés? Comment vous êtes entrés en relation avec eux, tout ça? Hmm. Alors effectivement, pour les données concernant la consommation de fruits et légumes, c'est pour ça que je disais que les données de 2023 étaient beaucoup plus significatives. C'est qu'on n'avait pas du tout ce taux-là initial en termes de consommation. On n'était pas à 83% en 2023, on était bien en dessous. D'autant que cette année, on a réussi à repréciser, à recentrer, c'est-à-dire les publics à qui on donnait la carte. Donc, on a été beaucoup plus explicite sur les critères d'attribution des cartes à nos partenaires organismes communautaires. On a vraiment insisté sur le fait que c'était important de donner à des personnes qui vivaient de l'insécurité alimentaire grave. On a expliqué ce que nous, on entendait par insécurité alimentaire grave. Et puis, euh, donc, ouais, c'est ça. On n'a pas exactement les mêmes données pour 2023. Euh, et, euh, mais par rapport aux données de 2023, nous, on s'est aperçu aussi que le type de profil qu'on rejoignait le plus,
Pour te donner vraiment le profil type, c'est essentiellement des familles avec un enfant ou des couples récemment arrivés au Canada. Donc c'est ça le profil type qu'on rejoint le plus et donc qui est arrivé sur le territoire depuis moins de 5 ans et c'est des personnes racisées pour la plupart. Donc c'est ça le profil type entre guillemets des personnes qui reçoivent la carte proximité. Et voilà. Et pour ta deuxième question, excuse-moi, j'ai pas de très bonne mémoire pour les La, répondre aux questions. la collaboration avec la recherche, là. Ouais, c'est Oui, ça. effectivement. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué pour moi de répondre. Ah oui, sûrement que Geneviève saurait mieux répondre que moi parce que je pense qu'elle faisait partie des chercheurs qui nous ont accompagnés au départ, mais moi j'étais pas présent à ce moment-là. Donc est-ce que Geneviève, je me permets de te laisser la parole? Ouais, ben en fait, je ne faisais pas partie des chercheurs pour le projet, là. J'avais juste une question par la suite. Mais je pense qu'il y a Sylvie aussi. Sylvie est là aussi, c'est pas Sylvie? Alors, est-ce que Sylvie est là? Je suis pas sûr. Je pense que Ok, Non, c'est ça. Je pense pas qu'elle soit là aujourd'hui. ok. Mais je sais qu'en fait, ça a toujours fait partie de la démarche de départ, c'était de se faire accompagner par le monde de la recherche. Euh, Parce que justement, comme c'était un projet innovant, on avait besoin de se faire aider et puis de vraiment euh, voir si notre projet avait un réel impact. Euh, Parce que quand c'est innovant, forcément, on ne sait pas si on rejoint les bonnes personnes, on ne sait pas si on a la bonne démarche, etc. Donc, on avait besoin de se faire accompagner. Après, vous dire exactement comment ça s'est passé, je n'aurais pas le détail de l'historique. Désolé pour ça. Problème. Merci, Christin. Christin, après, on va lire. Il y a une question dans le chat là. Et merci. Est-ce que vous m'entendez parfaitement bien? Merci Samuel pour votre présentation et félicitations pour le travail que vous faites. Je pense que vous avez quand même un peu effleuré l'une de mes questions ou compréhensions. C'est par rapport au profil type. Vous avez parlé des nouveaux arrivants, un tout petit peu tout type confondu. C'est quel poids ça représente? C'était ça un peu. Et puis la deuxième question, c'était quand j'ai bien par rapport au montant à alloué, si je peux le dire ainsi, c'est juste une contribution. Est-ce que ça a pris en compte un peu par rapport au coût du panier alimentaire, par rapport à l'inflation? Et Mm. c'est ça un peu. Et je pense qu'à la fin aussi, vous avez parlé de la problématique de financement qui est le nerf de la guerre pour appuyer vraiment ces initiatives-là. Mais c'est cet aspect, le coût du panier alimentaire par rapport, je dirais, à l'inflation. Et puis le montant, quand j'ai regardé par rapport aux moyens ou bas standing, là, je me suis dit, est-ce que ça compense un peu? C'est une contribution, c'est vraiment bien apprécié, il faut l'apprécier, la stratégie, mais c'était un peu ça. Quand j'ai essayé de voir moi-même seul, presque 500 piastres un peu, c'est ça. Ah, c'est une très bonne question. Merci. Effectivement, merci pour la question. En fait, la carte proximité n'a pas l'ambition de remplacer, enfin, comment dire, de satisfaire tous les besoins en termes d'achat mensuel de nourriture. C'est vraiment vu comme un complément, un soutien, mais on n'a pas l'ambition de vraiment couvrir toutes les dépenses. Donc, on en a conscience et puis ça. Donc ça, c'est vraiment très clair pour nous que on voulait pas apporter un soutien total, mais comme participer. Voilà pour cette question-là. Et puis oui, on s'est basé sur la mesure du panier alimentaire moyen là, pour déterminer les montants. Euh, Après, vous voyez que c'est pas proportionnel au nombre de personnes par foyer. C'est parce qu'en fait, au départ, on donnait que 25 dollars par mois aux personnes qui vivent seules et 25 dollars, même quand on vit seul, c'est rien. Ça représente rien comme soutien. Donc, on était obligé d'augmenter la part pour les personnes seules. Mais on a aussi créé une nouvelle catégorie, c'est-à-dire qu'avant, les personnes, qu'elles soient 3 personnes ou 4 personnes, elles recevaient que 100 dollars. Sauf on s'est dit que c'était aussi important de donner plus d'argent aux familles nombreuses. Et donc, même si c'est que 25 dollars de plus, c'est quand même un petit soutien en plus. Euh, mais voilà, c'est ça. On essaye de pallier un peu
aux lacunes, comme je disais tout à l'heure, chaque année. On ajuste un petit peu le projet chaque année pour que ça réponde mieux aux réalités et aux besoins. Donc, ouais, merci. C'est là, il y a une question dans le chat, savoir sur les facteurs de succès du projet pour son implantation sur d'autres territoires. Alors, il y a eu une première année à Laval l'année dernière. Donc, c'est la première fois qu'on sortait de Montréal. Et, euh, donc, on a travaillé beaucoup plus avec des producteurs locaux cette fois-ci, ce qui était aussi nouveau, puisqu'il y a beaucoup de fermes de production, de fermes maraîchères à Laval. Euh, et donc, ça a été vraiment un très très grand succès à Laval d'ailleurs. Euh, c'est renouvelé d'ailleurs pour cette année. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas eu sur d'autres territoires pour le moment au Québec. C'est une ambition du programme, évidemment. Donc, il y a aussi d'autres municipalités, d'autres régions finalement qui ont développé leur propre modèle de coupon nourricier. Donc, c'est aussi à surveiller, hein. Il n'y a pas que la carte proximité au Québec, hein. Il y a d'autres initiatives aussi qui ont une autre vision, qui ont une vision un petit peu différente de la nôtre. Donc, nous, on ne souhaite pas remplacer tout le monde. On est là, un acteur parmi d'autres, et on porte tous finalement le même message auprès du gouvernement. On est tous alliés, on n'est pas en concurrence. Donc, c'est ça. On ne cherche pas forcément à se développer là où il y a déjà des solutions qui existent, mais plutôt là où il n'y a aucune solution. Mm. Gracia, je ne sais pas si tu veux faire un ajout. Est-ce que le centre pourrait être Oui. intéressé? En fait, j'aurais un commentaire et une question. Le commentaire, ben merci pour la présentation. Je le sais que que ça peut avoir des impacts positifs parce qu'en fait, en 2020 ou 2021, le secteur de Limoilou a été visé par un projet semblable qui était issu à ce moment-là de la santé publique à Montréal. Puis, on a participé en fait en donnant un coup de main dans le recrutement de participants dans les distributions alimentaires. On se rappelle, on était en pleine COVID, donc c'était difficile de solliciter les organismes pour recruter des personnes qui répondent au profil recherché. Et il y a des citoyens maintenant, des années après, avec qui j'ai encore un contact dans le cadre de mon travail et qui parlent encore des bons alimentaires. C'était pour l'achat de fruits et légumes d'une façon hebdomadaire. Puis ils pouvaient aller dans les supermarchés. En fait, c'était pas la différence avec votre projet, ça ne touchait pas que le local, parce qu'il y avait aussi des marchés qui pouvaient participer. Maintenant, ma question est, admettons, une personne n'utilise pas la totalité du coupon durant le mois. Est-ce que c'est remis au mois suivant ou c'est après on repart à zéro avec une nouvelle carte? Oui, alors c'est ça, les montants se cumulent d'un mois à l'autre. C'est-à-dire que si la totalité du montant du mois de juillet n'est pas utilisé, ça sera mis ça sera conservé sur la carte pour le mois d'août. Et c'est ça, oui, c'est ça, Mais, c'est tout mais simplement ça. est-ce que c'est valable d'une saison à l'autre? Ah non, non, c'est ça. Pas d'une saison à l'autre, puisqu'en fait, on remet en marche le système d'inscription chaque année. Et en fait, toutes les cartes qui ont été distribuées l'année précédente sont comment dire, clôturées au 1er novembre précédent. Donc, non, une personne ne peut pas la réutiliser sur l'année suivante, sauf si elle est de nouveau inscrite au programme par l'organisme communautaire. On a des personnes qui sont participantes depuis 4 ans au programme parce elles reçoivent la carte par leur organisme chaque année. Est-ce qu'il y a eu des demandes de la Ville de Québec d'accompagnement? Est-ce que vous avez été approché par soit une initiative, une concertation quelconque ou pas encore? Dans quel territoire? J'ai pas entendu, pardon. La Ville de Québec. La ville de Québec? Oui. Non, on n'a pas eu du tout de contact pour le moment, à ma connaissance. Après, peut-être que mes collègues en savent plus, mais pas à ma connaissance. C'est bon. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Donald, après ce sera Geneviève. Donald, le micro est fermé. Le micro est fermé. On n'entend pas. Non, ça va? Oui. Ça va, oui, ok, merci.
Et je suis Donald, je suis d'Haïti. Donc, merci Samuel pour votre présentation. Alors, Samuel, est-ce qu'on a des informations sur la cause de chaque niveau d'insécurité alimentaire ces gens-là? Première question. Deuxième question, quels sont les obstacles rencontrés au moment de l'exécution de ce programme-là? Les obstacles rencontrés et comment les surmonter? Bon, malheureusement, je n'ai pas vraiment de temps. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a vraiment une variation au moment de la consommation de ce coupon-là? Est-ce qu'il y a une variation en fonction de la période? Merci. Mais on va répondre à une question. Peut-être plus les obstacles, je ne sais pas si tu... Les obstacles rencontrés au moment de l'exécution. Oui, c'est bon. Oui, on a compris. Samuel, peut-être juste répondre à une question. Oui. Au niveau des obstacles qu'on rencontre, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a parfois des difficultés de communication ou de compréhension du programme de la part des participantes. Nous aussi, on a notre part de responsabilité parce qu'on essaye d'être le plus clair possible, mais parfois, peut-être qu'on manque de clarté. Donc, ouais, des problèmes de communication, des problèmes. J'en ai aussi un peu parlé tout à l'heure du fait que l'offre soit inégale d'un arrondissement à l'autre. Ça, c'est un peu dommage parce que en fonction de là où vous habitez, vous n'avez pas forcément accès à la même diversité de produits. Voilà, et puis je pense qu'il y a plein d'autres obstacles qu'on rencontre, mais on arrive à les challenger. Mais c'est ça, là, à chaud, je te répondrai ça. Excellent. Merci, Daniel. Geneviève? Oui, je me demandais si dans le processus d'évaluation du projet, vous aviez questionné les personnes pour évaluer si dans tout le processus, il y avait eu un sentiment, par exemple, de stigmatisation ou associé à l'utilisation de la carte. Très bonne question, merci. Je l'ai pas, c'est un point important pour nous, mais je ne l'ai pas présenté dans la présentation. Donc, la carte, justement, si on a choisi le format carte en plastique, parce que justement, c'est ce qui se rapproche le plus d'une carte de débit ou de crédit classique. Physiquement, elle ressemble vraiment à une carte de débit. Donc, une personne qui va être à côté d'une personne qui utilise une carte proximité au moment de la transaction va pas forcément se rendre compte qu'elle fait partie d'un programme social d'aide alimentaire. Donc, c'est aussi pour nous ce qui était très, très important dans la mise en place de ce programme-là, c'était de combattre la stigmatisation et puis de renforcer le sentiment de dignité, notamment en offrant le choix de l'alimentation de la personne, ce qui est pour nous un élément central, presque, enfin, pour moi, c'est la plus-value de ce programme de coupon nourricier par rapport à d'autres. Et puis aussi, justement, le fait que ça ressemble le plus possible à un moyen de paiement classique. Et on a une troisième stratégie pour éviter la stigmatisation, c'est-à-dire qu'on espère, dans les prochains mois, prochaines années, distribuer des cartes cadeaux, cartes proximité, qui seront achetables par tout le monde. Donc, si vous voulez, par exemple, offrir une carte cadeau, carte proximité à votre ami, vous pouvez lui acheter et donc cette personne pourra faire des achats alors qu'elle ne fait pas partie du programme en tant que tel. Donc, c'est aussi une stratégie pour combattre la stigmatisation. Très intéressant. Olivier? Ouais, ça m'amène à une autre idée que nous, on a de notre bord, mais qu'on n'a pas du tout mis en pratique à l'heure actuelle. Mais vous avez peut-être entendu parler en France des fameux cafés suspendus. Vous entrez dans un café, vous achetez 2 cafés, un pour vous et un pour celui qui suivra derrière vous et qui n'a pas l'argent pour en l'acheter. On pense expérimenter peut-être ce système-là de solidarité interspécifique, on va dire, entre les personnes, peut-être sur ce genre de programme, si on arrive à le mettre en place. Par contre, moi je suis à Gaspé, donc l'enjeu déplacement qui a été un petit peu soulevé, pour nous, il est absolument majeur. La question des lieux de vente, donc surtout qu'on a un territoire qui est à 80% en désert alimentaire, donc il y a un autre enjeu, c'est de trouver les partenaires. Donc tous nos partenaires vendeurs seraient en position centrale à Gaspé, et on a un territoire qui est bien que de 15 000 habitants, il y a 1,5 fois, pardon, celui de Montréal en termes de surface. Donc, c'est un enjeu terrible. Donc, il y a le côté accessibilité physique, désert alimentaire, déplacement, les gens qui n'ont pas de déplacement et comment on fait pour rendre accessible le programme. Puis, il y a eu un autre enjeu qui a été cité, c'est celui de l'enjeu qu'on appelle, nous, l'accès culturel.
effectivement, on cherche à rendre un accès à un certain nombre de produits pour des gens qui parfois n'en mangent pas du tout, n'y ont pas du tout accès. Par contre, je trouve vraiment intéressant ces systèmes de coupons parce qu'ils prennent les gens pour des adultes à partir du moment où on offre la possibilité qu'ils achètent ce qu'ils veulent dedans. Bon, en limitant, hein, évidemment, c'est pas pour les cigarettes et puis de l'alcool, mais ça donne quand même le choix, un vrai choix pour les aliments. Donc, ça prend les gens pour des adultes. Puis surtout, ça les met en contact avec les autres. Ils vont dans les mêmes lieux de vente, ils vont dans les mêmes commerces. C'est-à-dire que c'est pas au dépannage alimentaire qu'on va cette fois-ci, hein, mais on va au marché public, on va à l'épicerie, on va dans les marchés de proximité. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, je pense qu'il y a un beau potentiel, mais il reste des trous. Il reste des trous, puis si vous trouvez des idées, je suis preneur. Excellent. Merci, Olivier. Il reste des trous, et puis quand on parle de trous, moi, je me projette, hein, on parle dans l'année, c'est entre juillet et octobre. Puis comment on fait que ce soit sur l'année? Est-ce qu'il y a des réflexions à ce niveau? Ou est-ce que vous vous projetez dans 5-10 ans avec cette initiative? Oui, on veut que ce soit gouvernemental, il y a des plaidoiries qui se font. Quelle est la stratégie? Au bout de 4 ans, quand même, vous avez eu des obstacles, euh, vous avez pu passer au travers de ces obstacles-là, et puis ça prend de l'expansion. L'année passée, c'était à Laval. Où est-ce qu'on se projette dans 5-10 ans? Est-ce qu'on s'est dit que ça va se faire à l'année? Parce que de plus en plus, vous dites que c'est ouvert à tous les produits au niveau des marchés. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Alors, concernant l'annualisation, en fait, on a déjà expérimenté l'annualisation du projet sur 2 territoires, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on l'a fait sur la période 2022-2023 et 2023-2024. Oui, c'est ça. Donc, là, on est sur la 2e année du pilote. Et c'est seulement sur 2 arrondissements, donc Centre-Sud et Pointe-Saint-Charles. Au niveau de ce qu'on observe comme résultat, c'est globalement la même chose qu'au niveau du programme saisonnier. C'est juste qu'on va rejoindre avec le programme annuel les personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire chronique, qui ont du mal finalement à se sortir des situations d'insécurité alimentaire, alors que via le programme saisonnier, on va plus rejoindre des personnes qui sont en situation alimentaire ponctuelle. Donc, c'est pour ça qu'on rejoint beaucoup de personnes nouvellement arrivées au Canada. Donc, c'est qu'en fait, on va proposer une solution temporaire qui va répondre à un besoin spécifique sur une période spécifique, alors que le programme annuel va venir proposer une autre solution, un autre type de solution pour un autre public. Donc, ça, mais en termes d'impact, par contre, on va vraiment observer les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'on va on va observer une augmentation de la consommation de fruits et légumes. On va observer une sortie une sortie quand même importante de l'insécurité alimentaire grave, etc. Donc, et puis en fait, la carte proximité, ça peut être aussi un outil de référencement aussi. C'est-à-dire que avec cette carte, vous allez l'utiliser auprès d'un marché qui va aussi proposer, par exemple, des ateliers de cuisine collective, qui va proposer des repas communautaires. Donc, c'est aussi tout ce travail de référencement qui est réalisé grâce à la carte proximité. Donc, on s'en sert comme un outil enfin, qui va vraiment répondre à plein d'enjeux différents. Intéressant. Merci. Je pense qu'on va maintenant donner la parole à Laetitia et à Marie-Camille. On tend vers la fin. Merci, monsieur. On tenait à vous remercier, monsieur Samuel Génie, pour l'ensemble de votre présentation. C'était fort édifiant. Les points que j'ai particulièrement retenus de la présentation, c'est, en fait, j'ai réussi à faire le lien avec les différentes compétences d'avenir que nous suivons dans le cadre de notre maîtrise en sécurité alimentaire. Le programme que vous utilisez, on pourrait penser, on pourrait l'assimiler déjà au niveau de la pensée complexe, parce que vous avez dit une phrase au niveau de la présentation, on est tous alliés, pas en compétition. Ça m'amène à me dire que vous êtes dans une approche participative et vous essayez de mobiliser l'ensemble je dirais comment, des différents, euh, en fait, tous les partenariats ici sont les bienvenus pour réussir à éloigner en fait le phénomène d'insécurité alimentaire parce que vous êtes tous autour d'une même cause. Il y a aussi
à travers la plateforme Tomate, j'ai pu constater qu'il y a comme ce besoin-là d'aller vers la résolution de problèmes de manière créative parce que faire le pont entre la technologie et un domaine comme ça qui est le communautaire, qui est beaucoup plus du bouche à bouche, c'est franchement quelque chose qui est très intéressant. Et aussi au niveau de l'adaptabilité, vous l'avez démontré avec les ajustements que vous avez réalisés en 2022, notamment pour permettre de considérer une dimension multiculturelle, la dimension multiculturelle de l'ensemble des bénéficiaires en fait de vos programmes. Et franchement, ça fait parfaitement le lien avec ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, franchement, je tenais à vous remercier. Ça nous a vraiment édifié. Je vais laisser la parole à Marie-Camille pour la suite. Merci. Merci, Laetitia. Ouais, moi, de mon côté, merci pour la présentation. J'avais 2 points que j'ai retenus de la présentation. La première, c'est que je trouve que la recherche est très impliquée comme dans l'initiative. Le projet il est basé sur des expériences antérieures, ailleurs, mais aussi sur la recherche. Puis en plus, la recherche n'est pas seulement dans l'élaboration d'initiatives, mais aussi dans l'évaluation, puis que ça devienne un programme gouvernemental, entre autres. Je trouve ça important d'utiliser la recherche là, parce que souvent, elle reste cloisonnée comme dans les milieux académiques. Elle ne sert pas tout le temps à la collectivité. Fait que c'est ça, de la faire sortir, c'est super intéressant. Sinon, mon deuxième point, c'est que je trouve ça important aussi d'intégrer la consommation locale puis la lutte contre l'insécurité alimentaire parce que souvent, les aliments locaux ici sont plus dispendieux. Donc, il y a un accès économique plus difficile pour les ménages, justement, vivant de l'insécurité alimentaire. Fait que de rallier les deux, puis trouver un moyen de les rendre accessibles, c'était intéressant. Puis j'ai noté ça. Merci. Excellent. Merci à vous deux. Merci pour vos bons points. Et puis, c'est ça, on retient vraiment que la recherche, ça va guider l'action et l'action va alimenter la recherche. Donc, on est vraiment dans une dynamique de symbiose, de collaborer ensemble. Un grand merci, Samuel. Merci pour la belle présentation que l'on a eue et merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Je sais qu'il y a des questions qui restent, mais on doit malheureusement arrêter aujourd'hui. Je veux prendre un temps pour remercier tout le monde. Je sais que de mois à mois, il y a plusieurs qui sont connectés. C'est le dernier pour la session d'hiver. On aura une pause pendant l'été et on va revenir en force à l'automne avec d'autres belles initiatives. Sur ce, je vous dis merci et je vous souhaite un bel été. Plaisir de rester en contact. Merci, Elie. Merci, Elie. Merci à vous. Bye. Merci.